fait plusieurs semaines qu'on a de la volatilité, puis souvent les investisseurs nous parlent et sont étonnés de voir à quel point le marché, des fois, peut reprendre vite, même si les nouvelles ne sont pas nécessairement si significatives. Puis qu'est-ce qui peut créer ça? Ben, je vais en parler dans les prochaines minutes pour développer un peu sur mon opinion, comment j'ai vu justement la finance évoluer là, depuis la crise financière en particulier, puis pourquoi des fois les rebonds viennent plus rapides qu'on l'imagine. Le premier phénomène, il faut réaliser, c'est que quand un individu, par exemple, investit, plus que son patrimoine est important, plus qu'il se permet justement d'avoir du risque pour une fraction de son capital. Puis, si on regarde la bourse, là, la capitalisation des bourses mondiales dans les 20 dernières années a multiplié par 4, presque par 5. On avait une capitalisation boursière de 25 000 milliards de dollars en 2005. Aujourd'hui, c'est 110 000 milliards. Et là, si on extrapole, c'est vraiment particulièrement les États-Unis qui étaient la locomotive. Donc, l'effet de richesse pour les investisseurs en actions américaines a été phénoménal dans les 20 dernières années. Il y a aussi le phénomène de richesse collective par l'immobilier. Étant donné qu'on est dans un environnement où les taux d'intérêt ont été bas ou ont baissé dans les 20 dernières années, puis même avec la récente hausse, que ce soit l'immobilier commercial ou résidentiel, juste au Canada, le prix des maisons a à peu près doublé là, depuis de 2005 à 2022. Ce qui fait que les gens, la création de richesse a été massive. Et là, on le voit encore plus, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Ça fait 20 ans qu'on dit que les entrepreneurs baby boomers vont prendre leur retraite. Mais là, on commence à l'observer. Et entre autres, c'est des anecdotes, mais au Québec, on voit de plus en plus de familles entrepreneuriales qui, finalement, ont une passation, monétisent l'entreprise qu'ils ont bâtie pendant 30, 40, 50 ans. Et là, on commence à avoir des fortunes importantes. On voit des bureaux familiaux se créer. Et au niveau du placement alternatif, on voit un monde qui s'ouvre de prêts privés, mais surtout des fonds de capitaux, que ce soit de risque, mais surtout des capitaux privés qui récoltent beaucoup de fonds d'investisseurs privés, d'institutions qui se sont tous enrichis collectivement. Et à l'heure actuelle, là, dans le monde, à peu près, il y a 2000 milliards de dollars de liquidités qui n'ont pas encore été déployés dans le marché. Donc, quand vous voyez un fonds privé qui privatise une société publique en bourse, bien, c'est la liquidité justement qui est déployée dans le marché. Ce n'est pas le seul facteur à prendre en considération parce que structurellement, lorsqu'on a eu justement la crise financière de 2008, les banques centrales ont été vraiment proactives à ne pas recréer les erreurs du passé dans les années, à la fin des années 20, début des années 30. Donc, on a une politique monétaire beaucoup plus expansionniste, beaucoup plus interventionniste. Et là, le bilan des banques centrales correspond à peu près à 35 du PIB mondial. Donc, ça, derrière ça, sous-jacent, il y a une liquidité beaucoup plus présente et on a des politique monétaire beaucoup plus prompte à agir. Je donne un exemple. On a eu un risque de crise de banque régionale il y a quelques temps. Bien, autant le Trésor et américain que la Réserve fédérale ont été très proactives à ce niveau-là. Et on voit que justement, ces politiques-là ont été déployées avec l'expérience. Et il y a aussi la démocratie financière. Si vous écoutez cette vidéo-là, vous vous éduquez financièrement. De plus en plus, les investisseurs s'éduquent. Ils ont les bons réflexes. Lors de repli, ils gardent la tête froide. Et il y a de plus en plus de plateformes qui permettent justement d'accéder à la bourse, même pour ceux qui débutent très tôt avec des plus petites sommes. Donc, cette éducation-là financière fait que les gens sont des investisseurs beaucoup plus éduqués et proactifs. Donc, pourquoi qu'on a le sentiment, je dis buy the dip là, culturel qui est implanté depuis la crise financière, donc profiter des baisses pour investir. Quand je dis encore là, c'est encore une fraction de la population qui a ces réflexes-là. Bien, il y a une certaine intériorisation collective. Le repli, c'est une occasion. Je pensais à la nouvelle génération d'investisseurs, que ce soit les milléniaux qui ont connu la crise financière, puis la génération Z, ils ont connu sont à leur deuxième administration de la Maison-Blanche sous Trump, la guerre en Ukraine, le COVID, une hausse de taux d'intérêt vertigineuse qu'on a vécue en 2022. Pour les plus anciens, ont eu la crise financière, comme je mentionnais. Donc, c'est des investisseurs qui sont quand même endurcis face à l'imprévisibilité des marchés. Depuis 2008, qu'est-ce qu'on a observé? À chaque fois qu'il y a des corrections d'environ 15 que ce soit en 2018, durant le COVID ou en 2022, le rebond se fait très rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré toute l'incertitude, des fois, on parle aux gens et on est étonné comment que les gens paniquent moins que peut-être auparavant et les acheteurs sont plus prompts à investir sur baisse. Comme je dis, ce n'est pas tout le monde, puis c'est ça l'objectif de cette présentation-là. Donc, si j'exclus des événements de Black Swan, les signes noirs, c'est une philosophie, je n'ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est
C'est Nicolas Nassim Taleb qui a proposé cette théorie-là du signe noir. C'est qu'on ne pense pas qu'un signe noir existe jusqu'à temps qu'on ait observé en Australie. Donc, on ne pense pas que le pire va arriver. Les événements peu probables à fort impact sont plutôt rares et quand ça arrive, ça change complètement la donne. Je pense à la crise financière. Quand j'exclus ces événements-là de risque systémique, bien, en général, lorsqu'on replie, bien, lorsque le marché replie, on a un effet social où on s'attend que les banques centrales vont intervenir, que la richesse collective, il y a tellement de liquidités que ça ne prend pas nécessairement une baisse significative pour que le monde soit prêt à déployer leur liquidité parce qu'ils en ont déjà, puis à un moment donné, il y a une limite à attendre des aubaines extrêmes. Puis finalement, si on regarde le passé récent, les rebonds sont tellement rapides, puis il ne faut pas oublier que la numérisation des plateformes boursières fait que les algorithmes vont amplifier ces mouvements. Bien, ce qu'on voit, c'est que quand il y a un repli là, de marché, il faut quand même être lucide pour regarder ce qui se passe, puis pas succomber au sentiment de panique, parce que les investisseurs les plus futés qui restent cartésiens, bien rapidement, ils embarquent dans le marché, quand la majorité des gens, puis je vais inclure même la majorité des conseillers, leur réflexe, c'est encore un réflexe pré-crise de 2008, c'est de dire, ben, on va attendre que les choses soient plus claires. Mais le problème, quand ça arrive, le marché est significativement plus élevé que ce qui était par rapport à son cru. Et là encore, on se dit, ben là, ça a monté trop vite, je vais attendre. Donc, le message que je veux faire aujourd'hui, c'est pas de sauter les yeux fermés dans le marché quand ça baisse. Je ramène la base. Il faut s'assurer que notre portefeuille, ce qu'on dédie en bourse, c'est pour un horizon de plus que 10 ans. Mais quand il y a des replis, c'est le faire graduellement, mais le faire rapidement, parce que si on exclut les fameuses situations qu'on voit que rarement dans des générations d'investisseurs sur des siècles, bien, la majorité du temps, le rebond, il arrive tellement vite qu'il faut quand même être proactif dans notre gestion de portefeuille. Je vous remercie, on se dit à la semaine prochaine.